suis en direct, vous êtes ici dans la ville de Sablé, excusez-moi. Et cette rencontre, c'est une rencontre opportuniste dans un PMU où on m'a demandé si j'étais prêt à répondre à des questions de politique. Voilà. Alors on va commencer tout directement à ce qui va se suivre le dimanche, les élections du premier tour en France. Les 5 ans de Macron, comment vous arrivez vraiment à donner un bilan sur ça? Sur son bilan à Macron, sur son bilan, pour moi, je trouve que c'est pas un bilan qui est positif. Je pense que c'est une politique qui est faite de droite plus qu'autre chose et que c'est une politique qui est basée sur le capitalisme et qui en fait mériterait d'être revue et qu'il est temps aujourd'hui maintenant qu'on a le droit avec notre droit de vote de changer les choses, d'aller voter dimanche et puis de changer les choses si on peut. Alors si on vous demande est-ce que vous êtes déçu de Macron? Quel est votre... Je ne peux pas être déçu, j'ai pas voté pour lui. Mais quand même, vous avez suivi quand même les 5 ans en France. Je les ai suivis, je les ai... Est-ce que ça a été une bonne idée pour qu'il soit le président de la France? Déjà, c'était un grand étonnement. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Voilà, il est arrivé comme ça, comme un chevalier venant de nulle part, et il est arrivé, il a bouleversé les gens, et en fait il a gagné, et bravo à lui. Maintenant, on ne le connaissait pas, donc on pouvait juste attendre, voir ce qu'il allait nous proposer, ce qu'il allait mettre en place, et le résultat, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine, il y a quand même eu les gilets jaunes, donc qui a été pour moi mal géré, parce qu'en fait il y avait des revendications qui étaient du peuple et qui étaient légitimes, auxquelles il n'a pas répondu. Il y a eu les grands débats avec les maires, il y a eu les 100 propositions de loi faites par les gilets jaunes en fait, qui n'ont pas été mises non plus en valeur et qui n'ont pas été suivies en fait. Voilà. Donc non, je suis déçu, moi je ne connaissais pas, je n'attendais rien de spécial, mais par ce qui s'est passé, je trouve que c'est quelqu'un qui a de la prestance, qui est un bon orateur, voilà, mais qui correspond pas en fait à mes attentes au niveau politique sociale et politique gouvernementale. Alors quel est votre choix? Qu'est-ce qu'il fallait pour la France, les nécessités de ce peuple français? Du peuple, je ne sais pas, je ne représente pas le peuple, je me représente moi, c'est déjà pas mal. Bon, pour la France, qu'est-ce que vous avez souhaité quand même? Moi, je préférerais qu'il y aurait une politique de gauche avec une répartition des richesses, un meilleur équilibre. On voit bien qu'en ce moment, par exemple dans la Sarthe, les hôpitaux, on a le Bailleul qui est fermé, le Mans qui ferme aussi de temps en temps parce qu'en fait il récupère les gens de Saint-Calais, de la Charte-sur-Loire je crois. Donc voilà, il y a quand même une grosse carence au niveau des hôpitaux. On voit aussi qu'au niveau de l'éducation nationale, moi j'ai une amie qui travaille en tant qu'institut où en fait ils sont dépassés et manquent de moyens. Voilà. Je vois aussi que dans tout ce qui est infrastructure publique, on manque de choses. J'ai l'impression qu'en fait on veut privatiser tout ce qu'on a de public, tout ce qui était en commun, et en fait à faire une société américaine où en fait les gens qui ont de l'argent vont pouvoir. Ce qui n'est pas bien pour la France quand même. Ce qui n'est pas bien pour certaines personnes, ça doit être bien, parce que ceux qui ont de l'argent et qui ont envie d'avoir des maisons privatisées ou avec des soins privatisés ou avec. Ok, mais les gens qui n'ont pas les moyens, ils vont faire comment? On ne peut plus les soigner, on ne peut plus les éduquer, on ne peut plus avoir le droit à la culture. On voit le prix de l'essence, les gens là, ils ne savent plus comment faire. S'ils vont travailler juste pour se nourrir et puis manger, les gens, c'est pas ça la vie. Alors, il est accusé par la plupart des Français qu'il a toujours donné la chance aux riches. Et pour vous, qu'est-ce qu'il devait faire avec les plus fortunés? Est-ce qu'il devait mettre plus de mesures au niveau des plus fortunés, ou bien comment vous arrivez à voir sa politique avec 2x2 qu'il a pu faire, 2x2 mesures qu'il a pu instaurer en France? Alors les mesures qu'il a prises, il a quand même supprimé l'ISF. Il y a quand même des choses qui sont pas très cohérentes. Quand on voit ce qui s'est passé avec les sociétés privées, les études faites là, c'est pas McKinsey, et puis il y en a plusieurs, des bureaux d'études, où en fait nous on a déjà des hauts fonctionnaires qui sont payés
pour faire ces études-là, pour rendre des comptes et puis donner des opinions. Donc en fait, c'est des gens qui ont fait les mêmes parcours d'ENA. C'est l'ENA. Quand on sait que McKinsey, là, ou McKinsey, je ne sais plus c'est comment exactement, le président, c'est Fabius, c'est le fils Fabius. Voilà, on sait que ces gens-là, ils n'ont pas payé d'impôts depuis des années, qu'ils sont en procès, qu'ils ont été en procès par les États-Unis aussi, parce qu'il y avait un problème d'opiacier. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, je veux dire, on se demande, c'est une politique de riches, et en fait, il n'y a pas d'équilibre. Il est temps de rééquilibrer cette France qui est malheureuse. Enfin, voilà, on voit que les grosses entreprises pendant le Covid, où il n'y a pas eu d'activité ou une activité limitée, ont fait des bénéfices monstres. Voilà, ça, on peut se poser des questions. Ça a donné beaucoup d'occasions à des grands riches comme Amazon à faire plus de chiffre d'affaires. Et en ce moment, il y avait certains Français, certains peuples qui souffraient de ces mesures sanitaires. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous entendez des Covid et tout ce qu'on nous donne comme des chiffres, est-ce que vous croyez à ces chiffres aujourd'hui? Oui, l'existence du Covid, est-ce que c'était une réalité pour vous? Pour moi, oui. Je suis naïf. Je crois en fait à nos professionnels, je veux dire un médecin ou un spécialiste épidémiologique. Certains qui ont été trahis aussi par Macron. Oui. On les a promis des choses qui n'ont pas eu. Il y a eu les histoires de la chlorodide avec le professeur Raoult. Après, le monde il est divisé, les gens ils sont corrompus. Après, on a du mal à accorder notre confiance. Mais en tout état de logique de cause, moi je fais confiance aux professionnels. Alors après je suis comme tout le monde. Voilà, on peut trahir ma confiance. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire aujourd'hui qu'il a une chance encore de gagner les élections Macron? Oui, je pense qu'il a une chance de gagner les élections. Enfin, pas avec moi, je ne voterai pas pour lui, mais je pense qu'il a une chance de gagner les élections. Il a de la crédibilité quand même? Je pense qu'il a toujours de la crédibilité par rapport à un certain public. Et comment vous arrivez à voir les autres, l'opposition, comme par exemple, je parle de Marine Le Pen, je parle de Mélenchon, Éric Zemmour. Est-ce que, avec eux, est-ce que la France peut vraiment partir de loin? Alors, c'est une question. Éric Zemmour, c'est quand même la première fois qu'il se présente. Voilà, il a des idées qui sont à l'opposé des miennes. Voilà. Marine Le Pen, ça fait plusieurs fois qu'elle se présente. Elle a mis un peu de l'eau dans son vin, apparemment, mais c'est pas non plus mes idées parce que c'est quand même la droite, extrême droite. Voilà. Mélenchon, c'est quelqu'un qui a un programme que je trouve très intéressant, malgré le personnage que je trouve pas super génial, mais son programme m'intéresse. Après, si on veut parler de gens qui seraient capables de révolutionner un peu cette société, sans arriver à une guerre civile, on peut parler de Poutou, avec Besancenot, le NPA. Voilà, après, on sait que dans les intentions de vote, il ne sera pas élu, lui, par exemple. Alors, on va maintenant toucher sur la politique géopolitique et les conflits Ukraine-Russe. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'impact quand même. Il y a l'augmentation de carburant, il y a aussi les denrées de nécessité sont augmentées, la vie commence à être dure. Alors, faut-il continuer dans ces conflits ou quelle est aujourd'hui votre vision sur ce conflit? Quelle analyse avez-vous à nous donner? Je trouve ça malheureux, moi, déjà, qu'un peuple se fasse indexer comme ça. Enfin, la Russie, elle a déjà indexé la Crimée en 2014. On n'a rien fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. On voit ce qui se passe. Il y a eu d'autres guerres avec d'autres gens qui sont dictateurs et qui veulent à tout prix récupérer ou acquérir des nouveaux territoires. Moi, je trouve ça dommage, je trouve ça triste et je pense qu'on est un peu impuissant, toutes les grandes puissances qu'il y a, parce qu'en fait, c'est des gens qui détiennent quand même la deuxième puissance nucléaire. Quand on voit ce qu'ils ont comme... La Russie aujourd'hui qui n'est pas à négliger. Voilà. Donc, est-ce qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Est-ce que les moyens qu'on a pour empêcher des gens comme ça d'envahir un pays aux portes de l'Europe, comme on dit aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment les moyens? Est-ce qu'on peut regarder, ne rien dire? Voilà, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, on met des sanctions, voilà. On est tributaire d'eux pour le gaz.
Voilà. Donc on ne peut pas fermer le gaz, parce que sinon on se met en danger nous. Donc voilà, le tout c'est de vivre en harmonie avec les richesses du monde, sauf que les gens, on n'a pas compris. Donc en fait, on assassine des peuples, voilà. À une époque c'était les Hutus et les Tutsis, enfin voilà. C'est triste. Oui, mais quand même, comme vous avez entendu à travers les médias, les mesures prises par les chefs d'État, les puissances sur la Russie, est-ce qu'il y aura des impacts selon vous? Des impacts sur la Russie, sur l'économie russe? J'espère, j'imagine que oui, des impacts économiques. La France a consommé les gaz de la Russie, les carburants de la Russie. On veut couper cette relation qui existait entre les pays européens avec la Russie. Est-ce que cela ne va pas fragiliser aujourd'hui la vie quotidienne des Européens? On voit bien là, de toute façon avec toutes les mesures qui sont prises, on voit bien qu'on essaie de garder quand même un dialogue. Notre président actuel est fier de garder ce dialogue avec Poutine parce qu'en fait un jour la guerre va s'arrêter, les affaires internationales vont repartir. Est-ce qu'on peut se passer de la Russie? Aujourd'hui non. Aujourd'hui on est tributaire du gaz, on vous l'a dit, du pétrole, voilà. Donc est-ce que dans quelques années on va trouver des alternatives avec d'autres pays? Mais bon, après les pays ça va être le Qatar. Quand on voit le Qatar, on parle du Qatar, la Coupe du Monde du Qatar de football, tout le monde, là on est au PMU, on regarde les courses, mais bientôt on va regarder les Coupes du Monde, on va regarder les matchs de foot, et les gens vont être là, voilà, sauf qu'aujourd'hui au Qatar, quand on a construit les stades, c'est quand même, il y a eu des millions de morts, quand même, voilà. C'est quand même pas un pays démocratique le Qatar, hein. Donc, mais on y va, voilà. Donc on garde aussi des relations avec des pays qui sont des dictatures, qui financent aussi, alors je ne m'avance pas plus que ça, mais en fait, qui financent aussi des idéologies voilà, extrémistes. Voilà, on peut parler des attentats qui sont passés, enfin voilà. Donc c'est compliqué tout ça. Est-ce qu'on peut vivre en autarcie seulement en France? Non plus. Est-ce qu'on peut vivre en Europe en autarcie? Je ne sais pas. Enfin, après, certains experts disent que la Russie isolée peut enrichir aujourd'hui par exemple la Chine, qui sera bientôt peut-être, s'il y a des accords avec la Russie, les puissances économiques, qui pourra aussi se développer en armement aussi. Est-ce que pour vous, ce n'est pas inquiétant d'isoler la Russie, comme vous l'avez dit, que la Russie, on ne peut pas se débarrasser de la Russie? Que devons-nous faire, que devront faire les chefs d'État de l'OTAN et celui des Américains? Parce que est-ce qu'il faut combattre la Russie ou il faut essayer de passer par le dialogue? Alors, je pense qu'il faut d'abord passer par le dialogue, mais que quand le dialogue n'arrive à rien, qu'on n'aboutit à rien, qu'il faut prendre d'autres positions. Maintenant, les positions qui vont exister, c'est des positions de guerre. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de se mettre en guerre contre la Russie? Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie d'une troisième guerre mondiale? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que, voilà, il y a toujours eu des guerres. Des guerres mondiales, il y en a eu, et il y en aura d'autres, je pense, malheureusement. Voilà, est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui à l'aube de ça? Je croise les doigts en espérant que non, mais ça fait peur. Donc la Russie isolée, il y a les Chinois, on est bien d'accord, ils ne seront pas isolés. Ils ne sont pas isolés quand même, ça peut les donner plus d'avantages, parce que là, si la Russie n'a pas ses matières premières à vendre en Europe, ils peuvent les vendre en Chine et ça peut augmenter les chiffres d'affaires chinoises. Alors on va terminer en vous disant quand même un grand merci à vous. Et pour les téléspectateurs qui vous suivent, les Français qui vous suivent en direct, qui vont vous suivre après cet enregistrement, et quel est le message que vous souhaitez donner à l'humanité qui seront là pour écouter? Alors moi, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir, il faut analyser, il ne faut pas prendre toutes les informations comme on nous les donne, il faut essayer de les disséquer, les regrouper. Et puis, à un moment donné, il faut agir, quoi. Et le seul moyen d'agir aujourd'hui, c'est notre bulletin de vote. Donc voilà, même si on peut dire que c'est peut-être une fumisterie ou une pseudo-démocratie, ou alors, à un moment donné, il va falloir sortir dans la rue et puis se battre, quoi. Comme les Ukrainiens, quand on voit, moi je trouve que c'est un peuple honorable et plein comment dire, pas d'espoir, mais de courage, voilà. Ouais. Parce qu'ils vont mettre leurs enfants, leurs femmes à l'abri et ils reviennent défendre leur pays. Voilà. Maintenant, je sais pas. Moi, je dis, faut se battre. Alors, merci beaucoup à vous.
Merci. Voilà. Bah, écoute, tu me diras sur quoi ça passe sur YouTube, comme ça Ouais. je regarderai. Ok. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne Amtro TV Le Média. C'est une chaîne qui fait des rencontres des peuples du monde entier. Tout le monde a le droit de s'exprimer, de donner ses analyses, ses points de vue sur la géopolitique, sur l'économie, sur la culture, tout ce qu'il faut pour aider l'humanité. Nous sommes là sur le terrain et nous sommes à l'écoute du peuple. Merci pour ce petit moment que vous accordez à cette interview et à bientôt sur d'autres terrains en France.